Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actu, nous retrouverons Frédéric Gomez pour parler de trois biotech emblématiques, Valneva, Quantum Genomics et Gensight. Et puis l'entretien sera consacré à Fabrice Plasson, président fondateur d'Amoeba, le Journal des Biotech. C'est parti. Et j'ai le plaisir de retrouver pour ce point d'actualité Frédéric Gomez, analyste biotech chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Alors, il faut parler, on a trois sociétés qu'on avait envie d'évoquer dans ce point d'actu. Et puis la première va vous surprendre Frédéric. Non, je plaisante, c'est Valneva, c'est notre Game of Thrones à nous, notre série, notre feuilleton. Avec deux nouvelles en une, enfin non, deux nouvelles différentes. Il y a eu cette autorisation au Royaume-Uni qui est tombée de façon plutôt, je ne vais pas dire inattendue, mais qui est bien tombée. Et puis, il y a eu, là c'est moins bien, ces nouvelles questions demandées par l'autorité européenne du médicament, alors qu'on était quand même sur cette autorisation de mise sur le marché qu'on attendait imminente en Europe, et puis c'est à nouveau décalé. Voilà, le point sur notre feuilleton préféré, j'ai envie de dire, Valneva. Non mais c'est une saga qui est intéressante parce qu'une bonne saga doit avoir des rebondissements. Ah bah là, on est servi. Pas drôle. Ouais. Donc voilà, là il y a des ascenseurs émotionnels, ça bouge, c'est bien. Donc non, c'est vrai que sur l'Europe, c'était pas une bonne nouvelle parce que tout le monde espérait quand même, surtout suite à l'AMM au Royaume-Uni, que les choses allaient s'enclencher et qu'ensuite il y aurait la délivrance des doses et le chiffre d'affaires constaté et autres. Donc c'est vrai qu'on a un petit coup d'arrêt, hein, c'est clairement un frein. Maintenant, le gros souci, c'est qu'on ne sait pas trop en fait ce que l'IMIA veut. Puisque le communiqué de presse nous dit qu'il faut des données supplémentaires. Ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est les justifications. Parce qu'il y a ces deux aspects-là. Il faut tenter de bien déchiffrer un peu la communication de la société. Mais il faut souhaiter pour Valneva qu'ils arrivent à répondre assez rapidement aux nouvelles questions posées par l'agence, qu'ils apportent les éléments et que l'examen puisse reprendre son cours et que, in fine, l'outcome soit positif et que le produit soit approuvé. Alors, le souci, c'est qu'on n'est pas dans le secret des dieux. Donc, qu'est-ce que veut voir l'agence européenne ? Alors, on n'a pas beaucoup de comparables qu'on peut utiliser. Ce qu'on sait, c'est que le produit il a été approuvé chez les 18-50 ans au Royaume-Uni et qu'en Europe, il demande une AMM chez les 18-55 ans. Le dossier qui est intéressant, qu'on peut regarder un peu de plus près, c'est le vaccin Novavax, qui a été approuvé en AMM conditionnel en Europe et qui, lui, est chez les plus de 18 ans, donc 18 jusqu'à 80-85 ans. Alors, est-ce que l'IMIA voudrait voir des données supplémentaires chez les patients les plus âgés, sachant que Valneva a conduit une étude chez les plus de 56 ans? Ça pourrait se comprendre parce qu'au final, à l'heure actuelle, les gens qu'on vaccine, c'est plutôt les personnes à risque et les personnes âgées. On voit que la pression de vaccination diminue dans les autres classes d'âge. Donc, est-ce que l'IMIA voudrait avoir des garanties dès maintenant, même si dans l'absolu, c'est hors du scope de ce que Valneva recherche, puisque c'est 18-55 ans? Est-ce que l'IMIA voudrait avoir des datas sur les boosters? Donc voilà, il y a une zone d'ombre, il y a des nouvelles questions, des nouvelles datas qui doivent être apportées, mais malheureusement, on n'est pas dans le secret des dieux, donc on ne sait pas quelles sont ces datas. Il faut juste croiser les doigts pour que la société y réponde efficacement, rapidement, et qu'elle soit capable de bien convaincre l'IMIA pour que l'issue positive sorte. On espère toujours quoi? Une autorisation de mise sur le marché au premier semestre? Enfin, c'est un peu boule de cristal la question que je vous pose là. Hein. Alors, l'IMIA est comme assez réactif sur ce sujet-là. C'est un espèce de ping-pong d'échange. Donc, on peut penser que si les réponses sont satisfaisantes, ça pourrait tomber avant fin juin. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Sachant que dans l'absolu, le jeu de questions, il ne doit pas être non plus colossal. Il y a encore sans doute des points d'achoppement, des points que l'IMIA veut vérifier ou veut être plus à l'aise. Il faut souhaiter qu'il n'y ait pas de problème de production, par exemple. Et on pourra revenir avec le deuxième dossier qu'on va traiter. Mais dans l'absolu, vu la nature de l'indication, les échanges peuvent être assez soutenus, assez réguliers, et sortir un peu du cadre traditionnel, réglementaire que l'agence impose. Donc, dans l'absolu, ça doit être jouable d'ici la fin du trimestre. En tout cas, c'est ce que la société a annoncé. Quand on regarde les précédents, c'est aussi parfaitement jouable. Maintenant, une fois de plus, il faut souhaiter que ça se produise
effectivement. Bon, et ben Sachant voilà. que, Oui. sachant que la société, elle continue quand même à bien avancer sur la maladie Sur de Lyme d'autres et sur programmes, bien chikungunya. sûr. Oui. On peut aussi, il y a une petite lueur d'espoir, c'est qu'avec la levée des restrictions au niveau des voyages, est-ce que le portefeuille commercial va pas reprendre des couleurs au second semestre? Donc, il y a d'autres indicateurs sur le titre qui peuvent être assez positifs, sachant que l'avantage de Valneva, comparé à ses pairs françaises, elle n'a pas de problème de cash. Avec le nouveau deal qu'ils ont fait avec Orbiment et Deerfield. Donc, au moins, elle n'a pas cette épine-là dans le pied. Donc, non, il faut juste que les doutes sur le Covid soient levés pour que le titre se porte un peu mieux. Voilà, et on rappelle, Valneva, ce n'est pas qu'une valeur Covid. Et vous l'avez dit, oui, les autorités réglementaires, parfois, elles demandent des examens supplémentaires. Tout cela prend du temps, pèse sur le cours des biotech. C'est aussi le cas pour Gensight. Là aussi, mauvaise nouvelle avec cette autorisation de mise sur le marché qui n'en finit pas de ne pas arriver. Alors voilà, c'est éternellement retardé. Alors, il faut quand même noter qu'elle est relativement quand même bienveillante, l'IMIA, parce que généralement, quand vous recevez la liste de questions du D120, vous avez 3 mois pour y répondre. Vous pouvez demander une extension de 3 mois, mais généralement, c'est 6 mois pour répondre aux questions. Là, Gensight a reçu les questions en février 2021. Ils apporteront des réponses en octobre 2022. Donc, ça fait 18 mois. On est largement en dehors du cadre traditionnel des 6 mois. Ouais. Donc, il y a quand même de la bienveillance. Alors là, le problème qu'a Gensight, c'est un problème de production, puisqu'ils ils ont des gros soucis pour produire les lots avec les normes adéquates et la qualité adéquate. On le sait, donc, dans la thérapie génique, c'est un vrai enjeu, ça, le manufacturing justement de l'eau, et on le voit bien là avec Gensight. Alors, les investisseurs ont tendance à l'oublier en se concentrant un peu trop sur la clinique, mais ce qui est compréhensible parce que ça reste quand même, dans la majeure partie des dossiers, l'élément crucial, sachant que la production n'est pas censée être un problème. Sur les anticorps monoclonaux, maintenant, tout est bien baqué, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il reste encore toutes les thérapies cellulaires, les thérapies géniques, où on a encore des challenges qui peuvent émerger, et Gensight est le parfait exemple qu'un grain de sable peut survenir et qu'on peut avoir un petit souci. Donc maintenant, il faut vraiment souhaiter que le prochain lot qu'ils vont relancer va bien se passer, qu'il n'y aura pas à nouveau de rejet et qu'il n'y aura pas de problème constaté sur ces lots-là pour que la demande d'examen puisse reprendre son cours. Alors c'est vrai que le souci, c'est que ces épisodes vont quand même, je pense, inciter l'agence et les experts à être très vigilants sur la partie, parce que avec les retards constatés, ils vont regarder ça d'un œil un peu particulier. Je continue à penser, et là encore, ça avait été le cas sur d'autres dossiers de thérapie génique en Europe, que dans le cadre de l'examen, il y aura sans doute un comité d'experts qui se réunira à un moment ou à un autre. Ça avait été le cas pour Luxturna, ça a été le cas pour le Zolgensma. Donc, la société a indiqué potentiellement IAMM au troisième trimestre 2023. Il faudra voir si les timings sont bien respectés. Mais c'est vrai que ça n'en finit plus et ça a une conséquence directe au final sur la trésorerie de la société. Problème de trésorerie, oui. Ouais, c'est ça devient tendu au niveau finance pour Gensight. Ils ont de l'argent jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même une étude aux États-Unis à réaliser. Il va falloir qu'ils la financent. La source de revenus des ATU, c'est Tari, puisqu'ils n'ont plus de flacons. Donc, ils ne peuvent plus rien faire à ce niveau-là. Et la société a clairement indiqué qu'elle va devoir lever de l'argent. Donc, oui, c'est à la différence de Valneva qui n'a pas ce souci. Là, il y a un problème de financement. On nous parle de dilutif. Alors, est-ce qu'il faut comprendre qu'en dilutif, ils vont essayer de faire un accord de partenariat sur les droits US, par exemple? Mais il va falloir que la société trouve une solution, c'est clair. Bon, et ben voilà, là aussi encore, un autre feuilleton qu'on suivra avec vous, Frédéric. Et puis on voulait terminer sur Quantum Genomics, parce qu'en bourse, séquence, on va dire, compliquée, un titre qui est vraiment sous pression et qui a lâché beaucoup de terrain sur les dernières séances. Alors, ils ont lâché du terrain, mais je pense que le glissement est lié de toute façon au secteur dans son ensemble, qui est clairement dans le rouge. Donc, au final, ils ont juste suivi le mouvement comme tous les autres, parce qu'il n'y avait rien d'un point de vue fondamental qui puisse expliquer la baisse du titre. Alors là, ça s'est accéléré suite à l'augmentation de capital, puisqu'il y a eu une décote. Donc, forcément, mécaniquement, la décote s'est appliquée sur le cours de bourse. Donc, ça, il n'y a rien de surprenant. Les études de phase 3 sont en cours, Fresh et Refresh. Donc, c'est vrai qu'on a une absence de news flow qui peut aussi expliquer que les investisseurs se tiennent un peu à l'écart. Sachant que il va falloir patienter un petit peu avant d'avoir les datas et pour avoir un vrai catalyse qui puisse faire bouger le titre fortement. Bon, voilà, on est encore un peu là en ce moment à la recherche de bonnes nouvelles dans le secteur. Ça manque.
C'est inhérent, c'est ce qui fait aussi l'attrait de ce secteur. C'est qu'au final, on est un peu des chasseurs, il faut trouver le bon dossier qui est solide, qui est robuste. Et c'est pas chose aisée. Et pour refaire un peu le lien, parce que c'est vrai que l'avantage de Quantum, c'est qu'ils se sont financés, donc ils ont quand même consolidé leur trésor. On sait que malheureusement, c'est une industrie qui consomme beaucoup de cash, qu'il faut injecter de l'argent dans les études cliniques et que malheureusement, une société a du mal à faire beaucoup de qualitatif quand elle n'investit pas suffisamment. Et c'est vrai qu'on peut regretter d'une manière générale que les sociétés françaises soient quand même sous-financées. Elles auraient besoin de beaucoup plus d'argent qu'elles n'ont. Et c'est un problème récurrent sur le secteur. Alors, de temps en temps, certaines arrivent à s'en sortir, mais idéalement, il faudrait quand même qu'on ait beaucoup plus de sociétés qui aient plus de 100 millions d'euros sur le compte en banque pour pouvoir délivrer efficacement. Et c'est ce qu'on peut regretter sur le secteur d'une manière générale. Bon, voilà. En tout cas, on suivra avec vous, Frédéric, les développements dans les prochaines semaines sur ces biotech et puis sur d'autres. Merci beaucoup pour ce point d'actu. Merci Laurent, à bientôt. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Fabrice Plasson, PDG fondateur d'Amoeba. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, quelques mots sur Amoeba avant de commencer. Société créée en 2010, introduite en bourse en juillet 2015 et qui s'est spécialisée dans le traitement du risque microbiologique dans les secteurs de l'eau, la santé, la protection des plantes avec une solution biologique qui offre une alternative aux produits chimiques. Deux grands domaines d'activité, biocides, biocontrôle. Fabrice, bien sûr, on va revenir en détail sur les différentes activités de la société, mais forcément, il faut qu'on parle de cette actualité récente. Elle a eu d'ailleurs un très fort impact sur le cours d'Amoeba récemment. C'est la recommandation faite par l'agence, on va l'appeler comme ça, l'agence de sécurité alimentaire autrichienne pour l'utilisation de votre produit, une amide, pour un usage en protection des plantes sur l'ensemble du sol européen. Avant d'expliquer l'impact potentiel de cette décision, j'aimerais que vous reveniez pour nous sur le mode d'action de cette amibe, ses applications, son marché potentiel. D'accord. Alors c'est vraiment très simple. Aujourd'hui, nous avons une amibe. Une amibe, c'est un micro-organisme qui a été identifié dans les eaux thermales françaises, donc les eaux de boisson. Et ce micro-organisme a des capacités qui étaient capables d'éliminer des bactéries pathogènes, naturellement, donc d'éliminer le risque bactérien. Nous avons découvert que cette amibe coupée en morceaux, donc le lisa d'amibe, avait une activité antibactérienne, anti-champignon, qui nous permettait de l'utiliser dans la protection des plantes. Nous avons testé, ce produit durant 4 ans, 250 tests au champ, 150 faits par nos partenaires, 250 par nous. Et nous avons pu démontrer l'efficacité de notre amibe, de ce lisa d'amibe, sur un nombre important, voire très important, de différentes applications. Donc nous avons des efficacités sur la vigne, 50 à 80%. Nous avons des efficacités sur la pomme de terre. Nous avons des efficacités sur les céréales, là où il n'y a pas de produit de biocontrôle aujourd'hui. Et donc en fait, on est arrivé petit à petit à construire un ensemble d'applications qui nous permet de dire aujourd'hui, nous avons une efficacité démontrée parce que nous avons 2 effets. Les produits de biocontrôle aujourd'hui ont tendance à utiliser qu'un seul effet qui est la stimulation des défenses naturelles des plantes. Le nôtre a une deuxième action qui est une action directe sur le champignon et c'est ça qui fait toute la différence de l'efficacité. Donc on a, si je veux résumer, l'efficacité d'un produit chimique avec le zéro risque d'un produit de biocontrôle. C'est quoi la taille de ce marché aujourd'hui sur la protection des plantes, Fabrice? Alors si je prends le marché fongique mondial, c'est 12 milliards d'euros. C'est très conséquent. Et nous avons, nous, la capacité pour la première fois de prétendre pouvoir remplacer 50% des pesticides chimiques. Nous allons pouvoir donner à l'Europe et à l'ensemble du monde, puisque le dossier a été déposé dans d'autres continents, la possibilité enfin de réellement pouvoir atteindre ces objectifs réglementaires et politiques qui étaient la réduction des pesticides de 50%. Oui, c'est ça, parce que question naïve, mais essentielle, aujourd'hui, tous les agriculteurs qui font du bio, j'imagine qu'ils pourraient utiliser votre solution. Alors, non seulement ils pourraient l'utiliser, c'est le premier marché visé par Amoeba, bien évidemment, et retrouver de l'efficacité. L'efficacité, c'est de l'économie, mais aussi en même temps rentrer dans des secteurs où il n'y avait pas de bio, et donc limiter l'impact d'utilisation des pesticides chimiques, comme dans les grandes cultures, céréales, soja et d'autres. Bon. On a bien compris le potentiel. On va revenir du coup maintenant à cette décision, cette recommandation de l'agence autrichienne. Tiens d'ailleurs, question là aussi un peu simple mais importante. Pourquoi c'est l'Autriche qui a rendu cette décision? Alors, nous choisissons notre État membre qui représente la société
pour l'Europe. C'est le principe de fonctionnement de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit de biocontrôle. D'accord. Donc pourquoi nous avons choisi l'Autriche? Parce que c'est le deuxième pays européen le plus avancé dans le nombre d'évaluations des dossiers biocontrôle, et le plus avancé et le plus expert sur le sujet. Voilà pourquoi nous l'avons utilisé. Il y avait de l'expertise en Autriche, c'est ce que vous recherchiez. Exactement. Ouais. Et l'Autriche, en plus, a 25% de son agriculture aujourd'hui en biologique. D'accord. Donc, vraiment un leader européen du biocontrôle. Voilà pourquoi nous avons choisi cette agence. Et ce qui est important, c'est de se dire que le dossier européen, donc la recommandation positive qui est faite par l'Autriche, est aussi en même temps une manière d'accompagner notre dossier à l'Europe. Donc ces gens-là ont fabriqué un dossier avec nous suffisamment solide pour pouvoir dire « je me sens à l'aise de dire à l'ensemble de l'Union européenne… » On peut y aller, quoi. On peut y aller. Ouais. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite explication, on a le droit de passer son bac et on a le droit d'avoir un 10 sur 20, on a eu le bac. Mais on a le droit d'avoir son bac avec une mention très bien c'est sûr. Et une félicitation du jury. Et alors, il y a eu des mentions pour Et je pense qu'on n'est pas très loin de la félicitation du jury et de la mention très bien. Parce qu'en effet, grâce, j'allais dire, à la qualité du dossier, nous avons pu démontrer que nous n'avions pas de limite de risque sur le dossier. Oui, c'est ça, Et donc, on peut traiter une pomme, une fraise, une salade et la manger dans les 2 minutes qui suivent le traitement. Bon. Aucun risque. On voit donc que ce rapport d'évaluation, il est positif. Et forcément, la question qu'on se pose tous, se posent les gens qui nous regardent, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, on l'a vu, vous l'avez dit, Fabrice, c'est l'autorité européenne de sécurité alimentaire qui va prendre le relais, du coup, pour une décision d'autorisation de mise sur le marché qui pourrait tomber quand? Et puis, forcément, il y a aussi les mêmes développements en cours aux États-Unis. Donc, où est-ce qu'on en est aux États-Unis? Et puis, question subsidiaire, 3 questions en une. Ouais. Est-ce que cette décision européenne, elle crédibilise aussi finalement votre dossier outre-Atlantique? Alors, pour répondre à la première partie de la question, l'autorisation, en fait, va passer à l'Europe, donc c'est le cas, depuis la recommandation positive, et elle sera instruite et ça dure 365 jours. Donc un an. Un an, voilà. Et dans un an, vous avez la substance active qui est autorisée. Vous revenez sur le plateau et puis c'est autorisé. C'est ça, exactement. Ouais. Et en plus, l'Autriche est assez à cheval sur son timing, donc elle n'a pas tendance à déborder. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'un dossier réglementaire, quand vous avez 19,5 sur 20 à votre dossier, vous avez peu de risques qu'il soit retoqué par un autre État membre ou qu'il y ait une question subsidiaire d'un autre État membre. Donc on va dire qu'on va rentrer avec une notion de confiance très importante dans la deuxième partie, la formalité n'existant pas, mais en tout cas, notion de sécurité, on va dire maximum. La deuxième partie, c'est que les agences réglementaires sont indépendantes, outre-Atlantique versus Europe. Il est clair que c'est plus intéressant d'avoir un oui très franc et massif dans votre pays pour aller en chercher un autre ailleurs. Voilà. Bon, donc pour l'instant, on est en... ça veut dire, juste je reviens sur le dossier européen, admettons, on se projette dans un an et vous avez cette autorisation. Là aussi, en termes de délai sur la commercialisation, comment ça se passe ? Alors, une fois que vous avez la substance active, vous avez la possibilité d'enregistrer un nombre important de produits sur cette substance. Et donc, vous avez encore, grâce à notre dossier, la possibilité de raccourcir ces demandes d'autorisation de produits à 120 jours. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on est en 2023, 120 jours après, on peut enregistrer tous les produits, donc les formulations différentes à base d'amibes, de l'isodamib. Et là, vous avez 120 jours pour pouvoir commercialiser. Donc, on va dire que la commercialisation, c'est début 2024 pour la partie européenne, avec le nombre de produits dont on aura envie. Donc, début 2024, il faut un partenaire pour commercialiser ou Amoeba peut y aller tout seul? Alors, c'est un marché de taille énorme. Oui. On l'a dit au début. Sur lequel le potentiel, en fait, est ouvert très largement, puisque je vous ai dit, les secteurs d'application sont nouveaux. Il n'y a pas de biocontrôle en céréales, ça n'existe pas. Donc, c'est un marché de volume énorme. Donc, aujourd'hui, on va plutôt travailler la notoriété et le programme du produit. Il faut être assez clair sur le sujet. La notoriété d'un produit, c'est la base. Quand on commence à travailler avec des agriculteurs, on ne peut pas leur permettre de faire perdre des cultures au champ. Donc, cette notoriété est importante pour nous. On va la travailler avec des partenaires et on la travaille avec des partenaires qui font des tests avec nous depuis pratiquement maintenant 4 ans. Est-ce qu'il y a déjà des formules qui tournent chez Amoeba pour savoir comment, là aussi, toujours dans l'hypothèse d'un lancement commercial, on aurait une augmentation du chiffre d'affaires? Et si oui, comment ça se passe? Alors,
les formules produits, aujourd'hui, nous, on les a, et on travaille sur les programmes commerciaux. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le travail de la substitution de 50% des produits chimiques. D'accord. Et ça marche. Bon. Donc, on est déjà là-dedans. Après, la question, c'est jusqu'où on peut l'étaler, parce que la production et le volume de marché aujourd'hui est énorme. Vous savez qu'on a une usine à Chassieux. Cette usine, en fait, elle n'est pas dimensionnée pour la taille du marché de biocontrôle. Donc, aujourd'hui, il va falloir, malheureusement, on va manquer de produits. Donc, il va falloir restreindre les secteurs et les demandes d'application. Possibles. En attendant, peut-être de construire en parallèle une deuxième usine plus grosse, qui, elle, va permettre d'aller encore un petit peu plus loin en termes de volume. Bon. On a parlé biocontrôle, mais on a à côté de ça l'activité historique, celle par laquelle Amoeba s'est fait connaître. Le biocide, c'était prévu pour remplacer les produits chimiques dans les tours aéro-réfrigérantes. On sait qu'il y a eu des déconvenues sur ce produit, mais là aussi, les choses progressent à nouveau. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les prochaines étapes attendues? Alors, sur la partie biocide, on a retravaillé le dossier avec les autorités maltaises et les experts hollandais en travaillant finalement les problématiques du premier dossier. Voilà. Donc, on a essayé de répondre à l'ensemble des problématiques qui n'avaient pas été fermées sur le premier dossier. Donc, ça a été l'objet du travail sur les dernières années. Maintenant, l'autorité maltaise doit rendre de manière imminente son rapport. Donc un peu comme l'Autriche, c'est un peu le même procédé? C'est le même procédé, c'est la même chose. Donc là, on verra ce qui s'est passé et on verra si on a réussi à combler finalement l'ensemble des questions qui avaient été précédemment ouvertes par la France, qui avaient été pléthoriques quand même. Vous l'aviez dit à l'époque. C'est quand ça? Quand est-ce qu'on peut attendre cette recommandation, cet avis? On est censé le recevoir de manière imminente. Donc de manière imminente. C'est 2022 en tout cas, voilà, on est sûr. C'est d'ici quelques semaines, jours. D'ici quelques semaines, jours, il va falloir regarder l'actualité d'Amoeba. Forcément, c'est à ce moment de l'émission que je vous pose la question du financement. Est-ce que vous pouvez tenir jusqu'à la décision européenne ou faudra-t-il lever des fonds d'ici là, Fabrice ? Alors, aujourd'hui, on va dire qu'on est à périmètre constant en capacité d'avoir 12 mois de continuité d'exploitation. Donc, vous avez bien compris que le périmètre est en train de changer, puisque l'autorisation autrichienne, la recommandation positive autrichienne, vient de nous ouvrir un pan énorme d'activité. Donc aujourd'hui, il y a deux choses qui vont être importantes, c'est de travailler finalement sur cette valeur de market cap d'entreprise, de lui redonner finalement son vrai niveau. Pour comparaison, on a une société belge qui est sur Euronext aujourd'hui et qui est à 225 millions d'euros de market cap, avec un produit qui n'est même pas, qui a un an de retard par rapport à notre avancée. Donc il faut qu'on revienne, j'allais dire, à ce niveau-là. Et une fois qu'on sera à ce niveau-là, on pourra retravailler notre equity pour justement créer l'usine et reconstruire peut-être un redémarrage sur l'usine. Alors justement, en bourse, le titre, il a beaucoup souffert effectivement du fait de ces développements, notamment dans le biocide, qui ont été plus longs que prévu. Qu'est-ce qu'il faut selon vous pour qu'il remonte la pente? Est-ce qu'un regroupement de titres aussi est envisagé pour sortir de ce statut de penny stock qui est toujours aussi très très compliqué quand on est une société et qu'on devient hyper volatile comme ça d'un jour sur l'autre? Alors, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut jouer. La première chose, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de couverture analyste. Et donc, ça, c'est un élément sur lequel on va réactualiser la société. Une ou deux sociétés de couverture. Et on sait que c'est important pour expliquer ce qui se passe. Vous l'avez dit, le paysage concurrentiel, le potentiel. Exactement. Et donc, c'est là où il faut qu'on soit emmené un petit peu plus largement que sur, j'allais dire, les actionnaires périphériques Amoeba a. Il y a une deuxième chose, on avait laissé un petit peu tomber les roadshows dans l'actualité et dans l'attente d'actualité, parce que c'était toujours intéressant de travailler sur une actualité immédiate. Donc là, elle est arrivée. Il y en a, Donc là, on retravaille sur l'actualité et on est reparti en roadshow. On en faisait beaucoup avant, on avait arrêté. Voilà. Et pourquoi pas le regroupement de titres? Ça fait partie des éléments possibles, on va dire, qu'un acteur tiers puisse rentrer au capital d'Amoeba et éventuellement de solidifier un peu cette volatilité. La volatilité, c'est quand même intéressant parce que quand vous rentrez, vous sortez. Donc, on aime aussi la volatilité. Eh bien voilà, merci beaucoup Fabrice Plasson d'être venu sur le journal des biotech pour commenter cette avancée majeure pour Amoeba, cette recommandation faite par l'Agence de sécurité alimentaire autrichienne pour l'utilisation de votre produit pour un usage en protection des plantes sur l'ensemble du sol européen. On suivra avec attention le dossier dans les mois qui viennent. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.
Merci.